qui est réellement Frantz Fanon? Tantôt décrit comme simplement antillais, ou plus tard comme algérien, de par sa lutte décoloniale, on en oublie qu'il est avant tout un héros français. Un homme qui a combattu pour la libération de la France aux côtés du général de Gaulle, qui a lutté pour l'indépendance de l'Algérie, un psychiatre et un camarade de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Mais Frantz Fanon est de ces héros que la France n'aime pas trop glorifier, car dans sa lutte pour sa liberté, il a mis en évidence au sein du pays des droits de l'homme le racisme structurel, mais aussi le colonialisme violent que la France exerçait. Pour en parler, je reçois Adam Schatz, auteur d'une biographie intitulée Frantz Fanon, une vie en révolution, publiée aux éditions La Découverte. Alors bonjour Adam Schatz. Bonjour. Alors ce qui est intéressant dans votre biographie de Fanon, c'est que vous consacrez toute une partie du livre à sa jeunesse en Martinique. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Frantz Fanon l'Antillais? Comment il a grandi? D'où il vient? Il est né en 1925 à Fort-de-France, capitale de Martinique, Martinique coloniale, dans une famille assez bourgeoise, une famille qui pouvait payer pour les leçons de piano, les gens travaillaient pour la maison. Et quand il était jeune, Fanon ne se croyait pas noir. Il se croyait français, français de couleur peut-être, mais pas noir. Pour lui, les Noirs, c'était des Africains, les tirailleurs sénégalais qu'il a observés dans les rues de Fort-de-France. Et c'était son père qui a invité deux tirailleurs sénégalais à dîner. Et son réaction était un peu une réaction de fascination et de peur. Alors, il a grandi dans cette ambiance où ses parents étaient des républicains fervents, qui croyaient en liberté, fraternité, égalité, etc. Mais en 1940, Vichy est venu à Martinique. Et Frantz Fanon a décidé de joindre les forces de France libre. Oui, et c'est ce que vous racontez dans votre livre. C'est à ce moment-là, quand il rejoint la résistance, que Frantz Fanon prend quand même conscience de ce que c'est qu'être noir. Oui, absolument, parce qu'il découvre au Maroc, où il fait du training, que cette armée organisée pour lutter contre le fascisme en Europe est une armée coloniale, formée par des hiérarchies raciales. Et lui, Fanon, antillais, est une sorte de bénéficiaire de ces privilèges raciaux, parce qu'il est antillais, il n'est pas africain. Alors, les Africains ne mangeaient pas la même nourriture, par exemple. Les Arabes sont traités différemment que les Antillais. Et Fanon ne voulait pas joindre une armée raciale, une armée raciste même. Alors, c'est dans l'armée qu'il commence à découvrir la réalité de sa situation. Et je dis sa situation, pas la réalité de sa peau, mais la réalité de sa situation en tant qu'homme noir. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, pour Fanon, il n'y a pas de signifiance culturelle essentielle dans le fait qu'on a une couleur de peau différente. Mais l'expérience fait une différence parce qu'il y a le regard des Blancs sur les hommes noirs. Donc la guerre se termine en 1945 et Fanon décide de partir faire ses études de médecine à Lyon. Là-bas, il découvre le racisme quotidien et un échange avec un enfant blanc va particulièrement le marquer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr. Fanon, comme tu dis, il était en France comme soldat, il était même blessé, il a gagné une croix de guerre. Mais en France, après la guerre, il a cette expérience qui est, on peut dire, son premier traumatisme conscient. Et c'est une rencontre dans un train. Il y avait un petit garçon blanc avec sa mère, et ce garçon dit « Tiens maman, un nègre ». Et il tremble, il a peur de Fanon. Et Fanon a le sens d'être l'objet du regard de ce petit garçon blanc qui l'associait avec le cannibalisme, avec
avec la violence, avec l'irrationalité, plusieurs choses négatives, stéréotypiques. Et avant cette rencontre, Fanon se croyait français ou antillais, mais pas noir comme les Africains. Et pour lui, c'est un choc profond et il ne recouvre pas vraiment de ce choc. C'est le choc qui, on peut dire, détermine le trajet de sa vie. Et c'est après cette rencontre qu'il commence à lire la poésie de la négritude, la poésie, par exemple, de Léopold Sédar Senghor, le poète sénégalais qui devient le premier leader du Sénégal indépendant. Il découvre aussi la poésie de son mentor, Aimé Césaire, le poète martiniquais, maire de Fort-de-France, sénateur après la guerre. Et pour Fanon, la découverte de la négritude est très complexe parce que la négritude, qui est une philosophie de la conscience noire, de l'expérience noire, qui développe en France, en exil, dans les années 30, cette philosophie n'est pas uniforme. Il y a de différentes versions de cette philosophie. Pour Sédar Senghor, la négritude est une sorte d'essence mystique que partagent tous les Noirs, une sorte d'africanité éternelle qui ne change pas. Et pour un bon moment, Fanon était très attiré par ce modèle de la négritude. Il plongeait dans une ambiance très sangorienne. Mais Fanon devient de plus en plus aliéné de ce modèle. Il ne veut pas rejeter la raison, par exemple. Et il est plus attiré par le modèle anti-essentialiste de Césaire. Combien d'Antillais j'ai connus en France quand je suis arrivé qui avaient honte de se dire Antillais, Martiniquais ou Guadeloupéens? Combien d'entre eux avaient encore honte de l'Afrique et qui se disaient Sud-Américains? Oui, ils étaient prêts à être créoles, mais ils ne revendiquaient pas du tout la qualité africaine. Pour qui la négritude est une sorte de création, une invention, quelque chose qui est lié plutôt à l'avenir, qu'à un passé à réclamer et revendiquer. Oui, on est noir parce qu'on nous voit comme noirs, c'est ça en fait que dit Césaire et sur lequel Fanon est plutôt d'accord. Oui, et c'est d'ailleurs une négritude créée par un homme du Nouveau Monde, d'une société des plantations esclavagistes. Ce n'est pas un modèle de négritude qui vient de l'Afrique. Et ça, c'est important aussi. Alors on l'a dit, donc il va faire ses études de médecine à Lyon et il va choisir la psychiatrie. Pourquoi, selon vous, il choisit la psychiatrie? C'est une question très intéressante et on n'a pas une raison claire et je ne peux que spéculer sur la raison. Et à mon avis, la raison pour laquelle il choisit la psychiatrie est qu'à Lyon, en faisant ses études en médecine, il commence à travailler avec des ouvriers d'origine maghrébine, des Français musulmans d'Algérie, pour dire leur statut juridique, dans un quartier de Lyon autour de la rue Mancy. Et c'était des gens qui travaillaient dans des circonstances très dégradantes. Ils souffraient beaucoup de l'aliénation, d'exploitation. Ils étaient complètement ségrégés des autres Français. Et c'était des hommes à qui les Français ont dit « mais vous êtes Français ». Mais ils savaient qu'ils n'étaient pas vraiment Français, qu'ils n'étaient pas traités de Français égal comme les autres. Et ces ouvriers se plaignaient des douleurs, mais ils n'arrivaient pas à expliciter pourquoi ils étaient en douleur. Ils disaient « Oh, mon corps entier souffre ». Et les psychiatres français avaient l'habitude de dire « Ah, c'est le syndrome nord-africain ». Et ça voulait dire qu'ils étaient soit paresseux,
il ne voulait pas travailler, soit hallucinant, les maladies imaginaires. Et Fanon, dans son travail, a conclu que le problème résidait avec la psychiatrie française, que la psychiatrie française était imprégnée d'un racisme colonial et que ces hommes nord-africains, ces Français musulmans d'Algérie, souffraient de leur aliénation et que cette aliénation, cette souffrance, cette exploitation pouvait avoir des symptômes physiques et aussi psychiques. Alors, il a écrit un papier très frappant, le deuxième papier qu'il a publié dans le journal Esprit de la gauche catholique, le soi-disant syndrome nord-africain. Et c'est un essai remarquable parce que c'était une critique de la profession qu'il venait d'assumer. Et à mon avis, c'était à travers ces expériences avec ces hommes nord-africains que Fanon a reconnu que son travail psychiatrique pouvait avoir une vraie valeur politique autant que médicale. C'est très beau ce que vous venez de dire. Justement, sur le racisme que subissent les Nord-Africains, il a cette phrase, et on sent qu'il prend un peu quand même... il commence à prendre ses distances avec la France, puisqu'il dit « La France ne sera digne de mon amour que lorsqu'elle traitera le Nord-Africain comme plus qu'un corps, plus qu'un Mohamed. » Là, on sent qu'il prend ses distances avec la France. Je suis d'accord. Je pense qu'il a commencé à prendre ses distances avec la France dès qu'il est arrivé en France, parce qu'il a eu pas mal d'expériences de racisme à Lyon en tant qu'étudiant. Il y avait des gens qui lui disaient « Ah, mais tu es noir, mais tu penses blanc », par exemple. Il a eu une expérience où la police l'a arrêté et parce qu'il pensait qu'il était algérien, il était arabe. En fait, il était antillais et quand la police a découvert qu'il était antillais, la police a dit « Ah, c'est différent, tu es antillais, tu n'es pas arabe, tu peux passer ». Alors, il commence à reconnaître que cette France, que cette République qu'il admirait, pour laquelle il avait même une révérence, était une République qui pratiquait un racisme assez féroce, non déclaré, contre les gens de couleur comme lui-même. Mais je suis sûr que cette expérience avec les hommes nord-africains a renforcé les convictions qu'il a commencé à développer en tant qu'étudiant de médecine. Alors de là naît son premier ouvrage, Peau noire, masque blanc, qui est publié en 1952. Alors que raconte ce livre et en quoi il est crucial dans l'œuvre de Fanon? Et puis aussi, ça m'a marqué dans votre livre, vous dites que l'ouvrage de Fanon est très proche du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Peau noire, masque blanc, que Fanon voulait être sa thèse, mais c'était rejeté par le directeur de sa thèse, qui était plutôt traditionnel. Peau noire, masque blanc est une étude psychiatrique et psychoanalytique du racisme et des effets du racisme sur la psyché des Noirs, mais aussi des Blancs. Parce que Fanon s'intéressait, en tant que psychiatre, toujours aux expériences des bourreaux, des privilégiés, des tortionnaires, autant que les victimes. Il s'intéressait à toute l'expérience vécue d'un système de racisme. Et c'est vrai dans ses ouvrages dès le début, ce qui est Peau noire, masque blanc. Et dans ce livre, il parle avec beaucoup de perspicacité des symptômes et des fantasmes de racisme et de ce que j'appelle dans ce livre la vie rêvée
du racisme, la vie rêvée d'une société raciste. Par exemple, il parle des relations amoureuses entre les femmes noires et les hommes blancs, le désir des femmes noires pour se blanchir. Et il parle aussi des relations amoureuses entre les hommes noirs et les femmes blanches. Il écrit sur l'expérience vécue du noir. Et ce chapitre, l'expérience vécue du noir, est peut-être le chapitre central du livre où il raconte cette rencontre que j'ai évoquée avec ce jeune garçon dans le tram. Le livre est aussi une sorte de débat avec des penseurs qui ont influencé Fanon depuis son arrivée en France. Des penseurs comme Senghor, comme Césaire. C'est un débat avec les principes, les prémices de la négritude. Et c'est un débat aussi avec Jean-Paul Sartre. Et dans ce livre, Fanon parle de 2 livres de Sartre. Son livre sur l'antisémitisme, réflexion sur la question juive, et il utilise ce livre pour expliquer comment le racisme anti-noir est similaire avec l'antisémitisme, mais aussi comment ce racisme diffère de l'antisémitisme. Et l'analyse de Sartre permet à Fanon de réfléchir sur la question du regard blanc, et de comment ce regard blanc crée le noir. Fanon écrit que le nègre n'existe pas plus que le blanc. Et pour Fanon, l'archétype de l'homme noir est un produit de ce regard raciste. Comme le juif archétype est créé par le regard antisémite. Il y a un autre livre de Sartre avec lequel Fanon était en débat. Et c'est l'essai, la préface que Sartre a écrit pour l'anthologie de la poésie de la négritude, la poésie africaine, la poésie malgache que Senghor a rédigé. Et dans cet essai, Orphée noire, Sartre a écrit que la négritude, la poésie de la négritude est la seule poésie vraiment révolutionnaire. Pas la poésie de la classe ouvrière, pas la poésie marxiste, mais la poésie noire. Pourtant, Sartre écrit que la négritude est une phase faible, un moment faible dans le développement de la dialectique historique, et que le destin de la négritude est de disparaître, que la négritude a une sorte de beauté tragique. Et c'est une idée que Fanon rejette. Et il a le sens d'être trahi par ce grand penseur blanc qui a consacré un grand essai à la négritude, mais enfin dire que la négritude va disparaître. Et pour Fanon, Fanon ne peut pas accepter cette conclusion parce qu'il dit que le noir souffre différemment du blanc et que l'expérience, la condition noire a une intégrité que l'argument de Sartre essaie d'effacer. Alors, dans ce livre, il se range à côté de Sartre dans certains respects, mais il aussi prend ses distances. Et c'est assez audace quand vous considérez que Fanon, l'auteur de ce livre, a 27 ans et il décide d'affronter les plus grands penseurs de la vie intellectuelle en France en ce moment. Sartre, Merleau-Ponty, et sans mentionner Césaire et Senghor. C'est assez frappant, à mon avis. Alors, comme je l'ai dit, vous dites aussi que c'est une analyse que vous tirez, que le livre, il est quand même très proche du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Oui.
Oui. En quoi, selon vous, il est proche? Oui, c'est proche du livre de Simone de Beauvoir, qu'il ne mentionne pas. Deuxième sexe, qui est un livre féministe, hein, il faut le dire. Oui. Peau noire, masque blanc se ressemble formellement plus au deuxième sexe de Simone de Beauvoir, texte féministe, qu'au livre de Sartre que Fanon discute. Et on sait qu'il a lu Simone de Beauvoir, ça c'est clair. Mais il ne la mentionne pas. Pourquoi? Parce que c'est un livre sur l'expérience vécue de l'oppression, de stigmatisation par un sujet de cette oppression, tandis que les livres de Sartre sur les Noirs, sur les Juifs, sur les homosexuels, sur les Arabes, c'était les livres d'un blanc, en fin de compte. Et en plus, comme Simone de Beauvoir, Fanon tire beaucoup de ses exemples de la littérature. Dans le cas de Fanon, la littérature noire américaine, par exemple, la littérature de Chester Himes et de Richard Wright, des auteurs que Simone de Beauvoir lisait aussi et mentionnait dans son livre. Alors, et je trouve aussi qu'il y a de fortes ressemblances entre ce que dit Fanon dans ce livre et des essais de Suzanne Césaire, la femme d'Aimé Césaire, qui a publié 7 essais dans sa vie, mais chaque essai a du génie. Et donc, là, on est en 1953. Frantz Fanon décide de quitter la France et part s'installer en Algérie française, où il va exercer en tant que médecin-chef à l'hôpital psychiatrique de Blida. Et là-bas, il va découvrir une toute autre culture, il va avoir un peu de mal à s'imposer. En fait, il va se rendre compte, vous me dites si je me trompe, mais que l'Algérie, en fait, il y a une autre culture, même si c'est une Algérie française, les Nord-Africains, les Maghrébins, les Algériens ont quand même une autre culture différente des Français. Oui, et c'est une découverte presque hallucinante pour lui. Et il découvre cette culture pas seulement à l'hôpital, mais aussi dans le bled, où il fait un travail de recherche sur les cérémonies de possession, par exemple. Et à mon avis, Fanon trouve quelque chose en Algérie qui lui manquait chez lui à Martinique. Il trouve un peuple qui a refusé le masque blanc. On oublie que le livre Peau noire, masque blanc est une critique pas seulement du racisme, mais aussi du désir de l'assimilation chez les Antillais. Pour lui, le grand échec des vieilles colonies, Martinique, Réunion, Guadeloupe, c'est qu'il n'avait jamais fait un grand soulèvement des esclaves contre leurs maîtres. Et contrairement à Haïti, par exemple, avec Toussaint Louverture. Et pour lui, la liberté que les esclaves, les anciens esclaves, ont gagnée avec l'abolition en 1848 était une fausse liberté. Et les Noirs, dans les sociétés coloniales des Antillais, continuaient à essayer d'être blancs. C'était son expérience quand il était jeune. Les premiers mots qu'il a appris à écrire, « Je suis français, mes ancêtres sont les Gaulois ». Mais en Algérie, il trouve un peuple qui dit non à la France, qui continue à pratiquer leur religion, qui refuse d'être citoyen si ça les oblige de renoncer au statut islamique. Et c'est une inspiration pour lui. Alors, comme vous l'avez dit, en Algérie, il découvre autre chose qui lui manquait peut-être en Martinique. Et donc, le 1er novembre 1954, la révolution algérienne débute. Frantz Fanon, lui, il a déjà choisi son camp et c'est en tant que médecin qu'il aidera les révolutionnaires algériens. Qu'est-ce qu'il fait précisément pour les aider? Peu après le 1er novembre 1954, le début de la révolution algérienne, Fanon a été mis en contact avec le FLN par des chrétiens progressistes à Alger, des gens comme Pierre Chollet, autour d'André Mandouze, le classiciste.
Le FLN avait besoin d'une clinique clandestine pour ses soldats, pour les soldats de l'ALN, de Wilaya 4, où Fanon se trouvait à Blida. Alors, il commence à travailler en tant que médecin avec des soldats qui souffraient de blessures physiques et psychologiques. Et il fera ça pendant 3 ans avant son expulsion de l'Algérie. Il a fait que d'autres médecins et infirmières à Blida travaillaient avec lui sur ce projet. Alors justement, cet engagement que prend Frantz Fanon auprès des révolutionnaires algériens, vous le mettez en opposition avec l'engagement d'Albert Camus, qui lui, disons-le, n'est pas pour une Algérie totalement indépendante. Pourquoi c'était important pour vous de souligner ça? Je m'intéresse beaucoup au destin croisé, mais je m'intéresse aussi au rendez-vous manqué. Et Frantz Fanon n'a jamais rencontré Albert Camus. Albert Camus n'est mentionné qu'une fois dans les ouvrages de Fanon, mais la raison que je l'ai mis, que je les ai mis en contact, c'est que Camus était, on peut dire, la porte-parole d'une certaine idée de l'Algérie française. L'idée que l'Algérie française pouvait être un pays libéral, où les gens pouvaient être plus ou moins égaux et tout ça. Et en plus, c'est une figure consensuelle, de révérence chez les Français. Mais malgré toutes ses qualités, malgré sa brillance en tant qu'écrivain, Camus ne pouvait pas accepter l'idée d'une Algérie indépendante. Il croyait que même le nationalisme algérien était une chose importée, était une création des Soviétiques, du Gamal Abdel Nasser, de l'Égypte. C'est une grande faille, à mon avis, dans la pensée de Camus. Et on peut dire que Frantz Fanon révèle les illusions des intellectuels libéraux comme Camus à l'égard de la possibilité d'une solution pacifique dans un pays où toutes les tentatives pour une solution pacifique avaient été écrasées par la communauté européenne de l'Algérie française. Je parle de Camus pour faire le contraste avec Fanon, pour souligner que Fanon a fait la décision de soutenir une révolte des Algériens opprimés contre un système de domination coloniale, tandis que Albert Camus, qui a fait la guerre, qui a fait la résistance, n'arrivait pas à soutenir cette lutte et à continuer à défendre l'Algérie française. C'est clair que Albert Camus n'aimait pas la torture, que Albert Camus n'était pas pour un régime colonial. Pourtant, Camus ne pouvait pas imaginer une Algérie indépendante. Alors pour moi, Albert Camus, malgré toutes ses qualités, était un homme du passé colonial, était un homme de l'Algérie française. Fanon était un homme qui représentait un futur, un avenir pour des gens qui avaient été dominés pour plus d'un siècle. Cette fois, on est en janvier 57. Frantz Fanon est expulsé d'Algérie par la France. Il se retrouve à aller en Tunisie pour rejoindre les membres du FLN. Là-bas, il devient porte-parole, justement, d'une Algérie indépendante. Et alors, vous avez cette phrase dans le bouquin, moi, qui m'a marqué, où vous dites que Fanon s'affirmera comme héros de la révolution algérienne, mais qu'il en est aussi prisonnier. Pourquoi? Fanon était un homme révolté. C'était un dissident. C'est quelqu'un qui questionnait toujours. C'est quelqu'un qui a écrit dans son livre « Peau noire, masque blanc »
à la fin, sa prière, « Ô mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge ». Et c'est ce questionnement qui mène Fanon à soutenir la révolution algérienne et, en plus, à espérer que cette révolution pouvait être une révolution sociale, pas seulement une révolution anticoloniale et nationale. Mais dès qu'il arrive en Tunisie, il découvre un autre FLN, une autre réalité. En Algérie, Fanon est devenu attaché à l'intérieur du FLN, les soldats du ALN. Il a rencontré des militants kabyles, marxistes, qui partageaient sa vision progressiste, moderniste, d'une Algérie libérée, pas seulement du colonialisme, mais de la patriarchie, des atavismes indigènes. Son mentor, son imam, son rabbin, son prêtre, en Algérie, c'était Aban Ramdan. C'était l'architecte de la conférence de Soumam de 1956 qui a déclaré, qui a affirmé la primauté de la politique sur les militaires. Mais à Tunis, tout est différent. À Tunis, la force la plus puissante, c'est l'armée des frontières du colonel Ouari Boumedienne et du chef des services de renseignement du MALG, Abdelfid Boussouf. Et en plus, il y avait beaucoup de règlements de compte. Aban Ramdan est tué par ses camarades au Maroc. Et 6 mois après, dans le journal que rédigeait Fanon, El Moujahid, on disait que Aban Ramdan est mort dans le champ d'honneur, en luttant contre les Français. Et Fanon, il le sait. Alors, ce qui se passe, c'est que Fanon décide de continuer à lutter avec les Algériens parce qu'il croyait passionnément dans cette indépendance, mais en même temps, il est un peu prisonnier parce qu'il n'a pas la capacité de critiquer la direction du mouvement. C'était impossible dans sa position parce qu'il était étranger à ce mouvement. Il se croyait algérien, mais les Algériens ne le considéraient pas un Algérien. Et il décide de se ranger à côté de l'armée des frontières. Et Boumedienne l'a trouvé très intéressant et très utile. Ses thèses étaient très utiles pour la révolution algérienne. Alors, c'est une relation difficile et tendue. Et je ne le juge pas. Je ne dis pas que Fanon aurait dû quitter cette révolution. Non, pas du tout. Mais c'est un engagement très compliqué. Et donc la vie de Frantz Fanon prend un tournant très difficile puisqu'il est malade, il est atteint d'une maladie grave, la leucémie, ce qui l'empêche pas d'écrire son livre le plus important, Les Damnés de la Terre, une œuvre magistrale de Frantz Fanon, et il va demander à Jean-Paul Sartre de préfacer son livre. Et pour que Jean-Paul Sartre préface son livre, ils vont se rencontrer à Rome durant l'été 61, où ils vont passer 3 jours ensemble à discuter. Quel symbole représente pour vous la publication des Damnés de la Terre? Est-ce que c'est l'aboutissement de l'œuvre et de la vie de Frantz Fanon? Certainement. C'était l'aboutissement d'une vie dans l'antiracisme et l'anticolonialisme. Et c'est très intéressant qu'il a demandé à Sartre d'écrire cette préface parce qu'il avait eu cet dialogue un peu manqué d'abord avec Sartre depuis la publication de son livre Peau noire, masque blanc. Et il a dit à son éditeur, François Maspero, dit Sartre que chaque fois que je me mets à ma table d'écriture, je pense à lui. Et pour Sartre, Fanon
représentait l'intellectuel engagé qu'il rêvait d'être lui-même. C'est un livre de critique, de l'espoir et de menace, de l'avertissement à propos de l'avenir des sociétés coloniales. Il faut rappeler que en 61, il était clair que les révoltes anticoloniales étaient en train de gagner partout. Le monde colonial allait tomber. Alors, qu'est-ce qui était la question pour Fanon? Ce n'était pas la fin du colonialisme. Il savait que le colonialisme allait mourir. La question était, qu'est-ce que nous allons créer après la défaite du colonialisme? Comment est-ce que nous allons éviter une situation où on reproduit les structures de domination avec des indigènes, des anciens indigènes en pouvoir au lieu du colonisateur. Et c'est pour ça que Fanon était férocement critique de la bourgeoisie nationale, parce qu'il avait peur que la bourgeoisie nationale menait les luttes anticoloniales dans une direction conservatrice, réactionnaire, et que si les mouvements anticoloniaux échouaient à créer un ordre plus égalitaire, plus libre, plus fraternel, ils tomberaient dans des clivages ethniques, des clivages tribaux, et en plus, les sociétés ne seraient pas assez fortes pour s'opposer à une nouvelle domination globale. Et on peut dire que Fanon comprenait des choses qui étaient en train de se passer. Et alors, quelques mois plus tard, après sa rencontre avec Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, Frantz Fanon décède de suite de sa maladie, seulement quelques mois avant l'indépendance de l'Algérie. Quel est l'impact, selon vous, de Frantz Fanon aujourd'hui? Je pense que Frantz Fanon illumine plusieurs choses. Il illumine l'impact psychique de la domination. Pas seulement la domination coloniale, la domination raciale. Il montre que les problèmes psychiques qui semblent individuels sont au fait le produit des circonstances collectives. Et c'est pour ça que Fanon est lu, par exemple, par les psychiatres afro-américains. C'est pour ça que les Black Panthers ont reconnu en Fanon un frère. Je pense que Fanon a aussi souligné que les situations d'oppression, les situations de domination et de la violence coloniale engendrent des réactions violentes, souvent. S'il n'y a pas de solution politique pour des problèmes de domination, il y aura sûrement une réaction violente. Et on voit ça, par exemple, dans le Proche-Orient, avec ce qui se passe à Gaza. Il a décrit très bien aussi la violence spectaculaire, la violence exhibitionniste des pouvoirs oppressifs. Et encore, c'est ce qu'on voit à Gaza aujourd'hui. Qu'est-ce que Fanon a mis en avant dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie qu'on pourrait retranscrire aujourd'hui dans la lutte des Palestiniens? Frantz Fanon a souligné que les situations de domination et d'oppression, les situations de violence coloniale engendrent des réactions violentes s'il n'y a pas de solution politique. Dans l'Algérie française, il y avait beaucoup de tentatives pour des réformes politiques. Et tous ces projets, toutes ces tentatives étaient opposées et écrasées par les pieds noirs, par les Européens d'Algérie. Alors, pourquoi est-ce que le FLN
a pris des armes. C'était l'échec des réformes politiques. Et ce qu'on voit aujourd'hui en Israël-Palestine, c'est l'échec des tentatives pacifiques pour un changement, pour la défaite de ce régime d'occupation et d'apartheid. Et ce n'est pas surprenant qu'une situation intolérable, insupportable, où le peuple de Gaza était mis presque dans une prison à ciel ouvert, ce n'est pas surprenant qu'il y avait une réaction violente avec des atrocités, une réaction terrifiante. Fanon a écrit « L'homme colonisé est un homme persécuté qui rêve en permanence d'être le persécuteur. » C'est ce qu'on voit. Et la réaction des Israéliens, à mon avis, rappelle beaucoup la réaction de l'Algérie française et de l'armée française contre, par exemple, le soulèvement de Philippeville à 1956. Alors, il y a des parallèles très frappants. Merci Adam Schatz d'avoir pris le temps de nous parler de tout ça. Merci beaucoup. Je rappelle donc votre livre, Frantz Fanon, Une vie en révolution, aux éditions La Découverte. C'est un plaisir.